On a 3 Français en Formule 1. Le petit rookie, bien sûr, Isack Hadjar, qu'on vous présentait en interview cette heure passée à son domicile pour lancer les hostilités justement de cette nouvelle saison. Esteban Ocon qui change de baquet, Pierre Gasly et le projet Alpine dont il faudra bien sûr parler. Et ces 3 hommes pourraient s'affronter dans un midfield qui, après les essais de Bahreïn, en tout cas, nous paraissent très très resserrés. Regardez plutôt avec ce tableau. On va essayer là encore une fois de baliser un petit peu tous les sujets. Avec, donc je disais, Isack Hadjar, le petit nouveau. Ocon face au défi As, parce que mine de rien, ce transfert chez As, il n'est pas anodin dans la carrière d'Esteban Ocon, qui est peut-être à un tournant, à un grand virage en tout cas, lui qui va être le grand leader de l'écurie américaine, qui malgré tout a montré très très belles choses, notamment sur les longs relais pendant ses essais. Alpine et Gasly, dans la continuité de la fin d'année 2024, on rappelle que le châssis Alpine n'a pas changé, c'est en dessous du châssis, dans le châssis en tout cas que les choses ont un petit peu évolué. Dernière année du moteur Renault en Formule 1, ça c'est aussi quelque chose de très important et sur lequel on reviendra tout au long de cette saison. Et puis, si on s'intéresse à ce midfield, les gars, il y a plusieurs questions qui se posent. On a l'impression que derrière le top 4, en fait, il n'y a plus de midfield et fin de grille. On a l'impression qu'on a une sorte de grand peloton qui est très 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 serré, avec tout ce que vous avez expliqué, notamment en première partie d'émission, sur le développement technique, la compréhension de la voiture, les enjeux aussi également de 2026. Il pourrait se passer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, des Bahreïn, on l'a très bien compris. Il y a eu les bonnes surprises. Brice a commencé à en parler. Williams et Alpine qui semblent être dans le coup. Williams, attention à la dégradation bien sûr sur les longs relais, parce qu'ils ont fait beaucoup de short run en qualification. Ça sera clairement une cliente pour rentrer en Q3. Et puis il y a eu les mauvaises surprises aussi. Et la mauvaise surprise, c'est très clairement Aston Martin, qui est pourtant arrivé avec une voiture toute nouvelle, mais avec une voiture qui a connu énormément de problèmes. On va peut-être commencer, les gars, sur le premier aspect, c'est-à-dire les Français. 3 Français en Formule 1, on n'avait plus connu ça depuis 2020, ouais, c'est ça exactement, avant le départ de Romain Grosjean. Et cette promesse Isack Hadjar qu'on suit dans les pistonnets depuis maintenant quelques années. Bon, au final, ce qu'il y a de bien, c'est que leurs 3... Enfin, je suis assez content de voir les deux Français sortir de la même écurie, parce qu'au final, j'avais un peu l'impression du tronc commun, quoi. Ouais, et quelque part, c'est bien qu'ils fassent bande à part. Hors tout le reste des polémiques extrasportives, etc. Maintenant, ils ont 3 situations très différentes, et du coup, 3 lectures très différentes. C'est pour ça, encore une fois, que cette saison va être très, très, très dense. Et tu l'as dit, en fait, je pense que il y en aura pas un meilleur que l'autre. Les 3 vont devoir écrire une histoire bien singulière. Pierre Gasly va aujourd'hui devoir assumer le rôle de leader tel qu'il l'a fait chez AlphaTauri à l'époque, mais aujourd'hui avec un projet qui va prendre une toute autre dimension en passant chez Mercedes, et surtout qui a une ambition tout autre maintenant que Flavio Briatore est arrivé pour dire le sale boulot, il va être fait parce que dans tous les cas, on va gagner. C'est l'idée un petit peu. Les effets sur la voiture ont été sensibles à la fin de l'année dernière. Important même, je trouve. Sensible, oui. Enfin, sensiblement important. Oui, non, bien sûr. Enfin, je veux dire qu'on les a vus, quoi. Ils sont pas minimes, c'est ça que je voulais dire. Non, ouais, bien sûr. Et cette monoplace-là semble prendre le chemin de sa prédécesseuse, en tout cas, de fin d'année. On a un deuxième pilote, excusez-moi du terme, qui pour le moment est inexistant parce que il n'y a même pas de garantie sur le nombre de grands prix qu'il va faire. J'ai un peu l'impression que Flavio Briatore l'a fait signer pour prendre la prime puisque c'est son agent, et derrière, peut-être même Colapinto. Soit. Mais là-dessus, Pierre Gasly, il est seul, il est libre, et on va pouvoir peut-être voir le Pierre Gasly 2020 ou 2021 chez AlphaTauri, et c'est tout ce qu'on a envie de voir de Pierre Gasly. Ocon, libéré aussi de ça. Et leader du projet. Avec un Biermann qui a montré de très belles choses, mais qui en soi va être là pour apprendre. Et si on est encore une fois tolérant avec Antonelli, on le sera bien évidemment de la même manière avec Oli Biermann, surtout face à quelqu'un qui a 150 Grands Prix, j'imagine. Esteban Ocon, je sais plus. 150, ouais. Donc à partir de là, Esteban Ocon, pareil, libre dans une structure qui depuis Komatsu quand même a montré de superbes choses l'année dernière, qui a recommencé sur la même philosophie que l'année dernière, ses essais hivernaux, à savoir bosser les longs relais. C'était le point faible de Haas depuis des années. On a bossé les longs relais pour au final avoir une voiture qui est pertinente le dimanche. Et là-dessus, Esteban Ocon dans un projet comme ça, valide.
Vraiment. Et dans une structure qui a énormément changé. Des nouveaux ingénieurs, une nouvelle organisation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez Haas. Et l'arrivée de Toyota aussi. 3, Isaac Hadjar. Isaac Hadjar fait face à un coéquipier expérimenté, mais qui n'a pas les faveurs de Red Bull. Et on sait pourquoi, hein, c'est parce que son tempérament n'est pas apprécié chez Red Bull. C'est pas une question de vitesse. Isaac Hadjar a dit il faut que je sois performant tout de suite. Cette voiture-là va lui donner la possibilité d'être performant tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle a des difficultés. Et là-dedans, lui qui est tant dans la compréhension de sa machine, il nous l'a dit, je préfère parler avec Newey qu'avec Hamilton parce que j'apprendrai plus de choses. Lui qui est tant dans cette compréhension-là, qui est tant dans cette volonté de faire corps avec sa voiture, parce qu'au final, s'il comprend sa voiture, il peut l'amener à sa limite. Et ben, je pense que là-dessus, lui peut montrer à Red Bull une présence que n'ont pas forcément montré les précédents coéquipiers de Yuki Tsunoda, et du coup, faire forte impression en vue du futur. Je pense pas que le résultat, par contre, côté Isaac, soit très important. Encore une fois, on a une V-Carb qui... Elle n'est pas née parfaitement. C'est vraiment un point d'interrogation, la V-Carb. Ils ont dit qu'elle a un potentiel, cette voiture. Ils ont quand même compris pas mal de trucs sur les 3 jours, mais elle est un peu capricieuse, elle est un peu diva, visiblement. Des échos qui sortent de là-bas. Et là-dessus, encore une fois, c'est le tempérament que nous, on connaît d'Isaac. Je le vois fitter correctement ce tempérament avec une volonté de devenir assez rapidement un leader technique. Je te dis pas qu'il sera le leader. Je te dis que techniquement, je pense qu'il veut s'investir là-dedans. Et c'est de ça dont a besoin Racing Bull. Et c'est ça qui va aussi montrer à Red Bull qu'ils ont fait ou non le bon choix. Donc, ces 3 trajectoires-là, elles sont super excitantes à voir. Et pour moi, elles augurent quand même de superbes choses pour la saison. Je vois pas de frein cette année aux 3 pour montrer leur meilleur. Et ça, pour le coup, cocorico. Ouais, exactement, ça va être une grande année pour nos bleus et pour le bleu Isaac Hadjar. Hamza, si justement je te lance sur les 3 Français, on reviendra après sur la situation des 3 Français parce qu'ils pourraient être même en bataille dans ce midfield, on va dire resserré. Après tout ce qu'a dit Brice, il y a énormément d'excitation de voir justement ce changement. Oui. Gasly, honnêtement, au-delà de la situation d'Alpine, je m'attends pas à grand-chose parce qu'on a déjà vu, comme tu le disais, ce qu'il a donné en tant que patron chez AlphaTauri. On a vu à quel point il pouvait aller vite, on a vu à quel point il pouvait prendre. Donc, moi, même sur le développement. J'ai pas de doute autour de la performance de Gasly. Si la monoplace lui permet de performer, il performera. Que ce soit avec Douane, avec Colapinto, avec Paul Aron, avec peu importe. Je me fais pas de soucis. Ensuite, il en reste 2 des Français. Isaac Hadjar en tant que rookie, je suis aussi excité que pour tous les autres rookies parce que c'est de la nouveauté, parce que c'est potentiellement aussi l'avenir de Red Bull qui se joue, encore une fois, au-delà de Liam Lawson. Moi je ne sais pas quand Max Verstappen décidera de claquer la porte, soit de Red Bull ou de la Formule 1, et à ce moment-là il va falloir quand même du côté de Red Bull préparer l'avenir. On le disait déjà la saison dernière, donc je pense que ça va être intéressant de voir la progression d'Isaac et combien de temps il va mettre justement pour performer et se montrer dans le rythme de son coéquipier Yuki Tsunoda qui, mine de rien, a mis du temps. Il lui a fallu attendre la 4e saison, Yuki Tsunoda, pour voir le pilote talentueux. Pour l'étalonner, quoi. Rapide, on savait qu'il l'était, mais il lui manquait quand même cette régularité. Et il a fallu quand même attendre 4 ans pour voir Yuki Tsunoda. Surtout qu'on le rappelle, à part Sergio Perez, Red Bull n'a jamais pioché hors maison. Donc ça te donne quand même un indicateur de si tu performes chez V-Carb, t'as quand même sacrée chance de monter, parce que c'était une anomalie, Sergio Perez. C'était Albon Gasly, on n'a pas pu. Et puis t'as la pression avec Lindbald, je crois, en catégorie inférieure, donc faut quand même faire attention côté Red Bull. Donc c'est quand même une belle opportunité pour Isaac. Mais moi, à titre personnel, je suis beaucoup plus impatient, je suis même assez excité de voir la collaboration Ocon avec Haas. Ah oui. J'avais évoqué la saison dernière mon écurie coup de cœur, c'est celle pour laquelle j'avais donné la meilleure note lors du conseil de classe, c'était Haas. Komatsu, je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit, mais en tout cas, Ayao Komatsu, sur tout ce qu'il a pu apporter déjà en tant que team principal et la vision qu'il a pour cette écurie,
si ce n'avait pas été Ocon, mais Pierre, Paul ou Jacques, j'aurais tout aussi été excité. Mais là, en plus, il se trouve que c'est Esteban Ocon. Et puis même pour lui, quitter l'environnement nauséabond d'Alpine pour arriver dans un environnement sain où tu as un projet clair, une politique de développement qui peut permettre à Haas, alors peut-être pas d'aller glaner des titres, mais de grimper tranquillement dans la hiérarchie. Je rappelle qu'ils étaient derniers au championnat 2023, 23, ouais, même, ouais. qui sont passés 7e la saison dernière. Donc ça, quasiment 6, hein, si on... Quasiment il y a, 6, il y a le podium du double podium du Brésil qui fait trembler, mais... Effectivement. Donc moi, j'ai envie de voir ce que peut donner aussi cette écurie. Et avec un Esteban Ocon qui a cette expérience, qui a eu, on a tout... Tu sais, souvent ces comparaisons Ocon-Gasly, l'argument premier que je sortais, ouais, mais regardez, Ocon, il a eu qui comme coéquipier? Donc ici, là, aujourd'hui, c'est le moment de se servir de toute cette expérience, toutes ces compétences acquises au sein de différentes structures, au sein d'un constructeur, en l'occurrence Renault Alpine, et avec des coéquipiers d'expérience, pour arriver aujourd'hui en tant que patron, avec un talent qui s'appelle Oli Berman, qui potentiellement, lui, est l'avenir de Ferrari aussi. C'est vrai aussi, t'as raison. Et là où c'est important pour Esteban Ocon, c'est quand même la première fois de sa carrière qui va être le grand leader d'un projet, parce que on pensait qu'il allait être au départ de Fernando Alonso et après l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine, on s'est rendu compte qu'en interne c'était pas tout à fait ça, et on se rappelle des premières déclarations même à l'époque de Laurent Rossi lorsqu'il avait dit que l'arrivée de Pierre Gasly ferait un bien fou, notamment pour diriger le développement technique et le feedback auprès des équipes. Ils ont tranché dans le vif. Ils avaient tranché dans le vif par la suite, mais il faut quand même dire que par exemple Esteban Ocon expliquait par exemple à Julien Febvre pendant les essais hivernaux que notamment il a eu une incidence d'ores et déjà sur le volant, sur l'embrayage aussi également de cette Haas. Il a beaucoup bossé là-dessus. Ouais. Il y a eu énormément de travail qui a été fait, ça va être vraiment très intéressant justement à suivre. On continue cette discussion autour des pilotes français. Je crois qu'on a un pistonados qui nous a appelé. Il s'appelle bien sûr Mathieu qui est avec nous et qui veut surtout nous parler de Isack Hadjar. Il a une prédiction à nous faire, mon Mathieu. Comment ça va? Salut Mathieu, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Oui, je vous entends très bien. Ouais. Ah, super Mathieu. Comment vas-tu Mathieu? Ben ça va. Excité de cette nouvelle saison. Ah bah comme nous, on avait comme des fous. On est même un peu rouge pivoine, tu vois, parce qu'il fait tellement chaud. Il y a tellement d'excitation dans ce plateau qu'il commence à faire un petit peu chaud. Mathieu, tu voulais réagir sur Isack Hadjar. Je crois que tu as une prédiction qui va faire plaisir à beaucoup de gens qui nous regardent et qui va faire plaisir à beaucoup de gens sur ce plateau. Ben, Isack, il a toujours une mentalité de tueur à chaque fois qu'on le voyait passer dans les médias, que ce soit en Formule 3, Formule 2. Et je pense clairement qu'il a cette mentalité-là d'aller chercher Tsunoda sur la saison et de le tuer littéralement pour prendre la place de leader l'an prochain. Ben on va voir, mais... Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? En tout cas, il l'affirme. Il affirme cette volonté. Alors, peut-être pas avec les mêmes mots, mais lui ne peut pas les utiliser. Mais je pense pas qu'il ait... Effectivement, je pense pas qu'il ait peur de Tsunoda. Je pense que ce sera le référentiel à battre, mais Isack, je pense pas qu'il va se calibrer sur Tsunoda pour faire sa saison. C'est là où il est fort, et c'est là où sa force mentale réside, c'est que lui, son chemin n'est pas celui d'aller chercher Yuki Tsunoda, son chemin c'est d'aller chercher Red Bull. Son chemin c'est d'aller chercher le maximum possible. Et il l'a dit, en fait, il ne se laisse pas de temps d'adaptation. Il sait qu'il ne sera pas au top au début, mais pour autant, il sait que il va falloir faire la différence assez vite. C'est plus subtil que ça, parce que l'adaptation, il l'a dit, j'ai besoin d'1 an pour m'adapter. Par contre, performer, je pourrais le faire tout de suite. Et quand on lui avait posé la question de savoir, ça veut dire quoi performer, il avait dit, le samedi, pousser mon coéquipier, battre mon coéquipier sur l'exercice des qualifications. Attirer le potentiel de la voiture. Et attirer le potentiel de la voiture. Mathieu, je sais pas, moi, je vais faire appel aussi à Hamza. Et la prudence même, plus que jurisprudence, de l'adaptation en Formule 1. Isack Hadjar, il va quand même être opposé à un garçon qui va rentrer dans quoi, sa 5e saison? C'est ça. 5e. Qui connaît parfaitement l'environnement d'Alpha Tauri. Enfin, j'arrête pas de dire Alpha Tauri depuis quelques semaines. Visa Cash App Racing Bull. Mon ami Alex Horton m'a demandé si on pouvait dire toute la saison Visa Cash App Racing Bull. Je lui ai dit oui, mais je lui ai menti, je pense. Mathieu, t'as pas peur justement que il y ait cette phase d'adaptation pour Isack Hadjar et qu'en face, quand même, Tsunoda soit peut-être un plus gros client qu'on puisse l'estimer véritablement? Moi, je pense qu'il va faire des coups d'éclat, Isack, que Tsunoda n'a pas fait sur ses premières années.
Et vu la mentalité qu'il a de vouloir apprendre aussi à connaître sa voiture, quand on voit ce qu'il a fait avec Campos les saisons d'avant et tout ça, une fois qu'il connaît sa voiture et son matériel, il sait jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut atteindre les limites. Et ça, c'est quelque chose où il est très fort, je trouve. Et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir mettre une bonne fessée à Tsunoda sur la saison. Ouais. Il y a Fiona qui dit un truc intéressant. Elle dit sur le chat, Fiona, on l'embrasse, on lui dit bonjour. Elle dit après Tsunoda, l'année prochaine, il sera plus chez Vicard. Donc c'est ça. C'est exactement ce que j'allais mentionner et du coup demander à Mathieu. Au niveau de Tsunoda, il y a deux façons de le voir. T'as la première où tu te dis, c'est sûr et certain qu'il sera plus chez Vicard l'année prochaine par rapport à l'arrêt du moteur Honda. Mais du coup, est-ce que partenariat. Oui, pardon. Parce que Honda reste en Formule 1. Oui, mais du coup, s'il n'est pas pressenti pour remplacer Stroll, puisque Lawrence n'est pas pressenti pour attendons de voir la déserter saison, son fils. On verra. Il y a un programme web qui commence aussi. Hein, mais et puis il y a d'autres pilotes aussi chez l'Académie Honda. Hein. Puis Fernando Alonso a 45 ans. Il y a Miyata C'est pas ça le problème, je pense. T'as raison. Rien à foutre, Fernando. Non, mais la question, c'est plus est-ce que le cas Tsunoda, pour moi, est un cas qu'il va falloir scruter cette saison. Est-ce que Tsunoda, aujourd'hui, est dans une position où sa carrière en F1 est déjà... Enfin, la fin de sa carrière en F1 est déjà actée à Abu Dhabi 2025 parce qu'il n'a pas été pris chez Red Bull cet hiver et que du coup il ne sera jamais pris puisqu'il a fait la meilleure saison de ces 4 saisons, ou c'est justement la dernière occasion de profiter de ce partenariat Honda pour se montrer, pour potentiellement aller déloger un Lawson qui serait décevant ou un Verstappen partant. Moi, de mon avis, c'est plus le premier cas. Mais toi, Mathieu, est-ce que tu comptes sur le fait que Tsunoda soit dans une espèce de dernière année agonisante? Ou est-ce que tu te dis que dans tous les cas, Isaac, c'est la fessée promise à Tsunoda? Pour moi, Tsunoda, il est encore en Formule 1 cette année parce que c'est Honda. Hein. Sinon, il y serait plus depuis longtemps. Hein. À mes yeux, t'es un peu dur, Mathieu, là. T'es dur. Depuis plusieurs années. Non, c'est Honda qui pousse à chaque fois pour qu'il y ait des tests avec Red Bull qui pousse à chaque fois. Tu crois pas que Tsunoda a un peu poussé Ricardo dehors un peu? Red Bull qui... Comment? Tu penses pas que tu parlais, je disais, tu trouves pas que Tsunoda a un peu poussé Ricardo dehors, que Tsunoda aurait pu prétendre aussi à ce deuxième baquet à la place de Sergio Perez chez Red Bull? Pour moi, c'est pas Tsunoda qui a poussé Ricardo dehors, c'est Ricardo qui a jamais réussi à retrouver son réel niveau. Je suis assez d'accord. Mais en fait, depuis qu'il est parti de chez Red Bull, il a fait chez Renault une bonne ou deux bonnes saisons. Et ensuite, ça a été dramatique pour lui. Et sa fin de carrière à Ricardo est dramatique. Parce qu'au final, on nous a vendu c'est pas un Ricardo qu'il le faut dehors. C'est lui qui s'effondre. Et de sources assez proches du dossier, comme on dirait dans les médias tradis, le fameux test impressionnant de Ricardo à l'été, c'est la pipe, ça. C'est 1, mettre la pression à Perez. Bien sûr. 2, légitimer son retour commercial chez Racing Bull. Et puis c'était une manière pour Christian Horner de mettre la pression sur Helmut Marko aussi. Je crois qu'il n'était pas celui d'Helmut Marko. Merci Mathieu en tout cas d'avoir réagi. Et on retient ta prédiction. On espère qu'elle va se passer, que Isaac Hadjar puisse poutrer, puisque c'était mot, Yuki Tsunoda, même si moi je serais un petit peu plus prudent avant le premier Grand Prix. On espère en tout cas. On espère, on est tous là pour ça, ça c'est sûr et certain. On trinquera à Yuki, à Isaac. On continue de parler des Français. Je crois qu'on a un deuxième auditeur. Je sais pas si je vais pas un peu vite, moi, Imen. Tu me dis, mais je crois qu'il y avait Romain qui voulait nous parler justement d'Esteban Ocon chez As. Et derrière, on enchaînera très rapidement, les gars, aussi sur cette physionomie dans le midfield, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les autres écuries. Je sais pas si mon Romain est là. Il arrive, on me dit. Il arrive. Romain qui va nous parler, bien sûr, de Esteban Ocon. Tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, je voulais juste te faire gagner du temps, mais je crois qu'il est là. Il est là. Romain, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, super, impeccable. C'est bon, on sait qui c'est. Impeccable. Romain, j'ai entendu à la voix. Ça a été l'intersaison? Ça va, un peu long comme tout le monde, hein, ouais. Mais sinon, écoute, on est content que la saison reprenne et content de vous avoir en ligne pour échanger sur cette saison 2025. C'est un bonheur de commencer cette saison en t'ayant bien sûr par téléphone sur Discord. Je vous rappelle, vous pouvez participer à cette émission en appelant sur le lien Discord en description. Dis-nous tout, tu voulais parler d'Esteban Ocon, Romain? Ah oui, Esteban Ocon, là, moi c'est le pilote qui cette année je vais suivre particulièrement
parce que déjà, je trouve que de la façon dont il a quitté Enstone F1 Team, Alpine. ça n'a pas été... Ou Alpine. Ne recommençons pas là-dessus. Mais voilà, je trouve que déjà, ça lui avait mis un coup au moral et puis on le sentait pas très bien. Et là, depuis quelques semaines, quand on le voit, ses interviews, son body language, on le sent qu'il est très revanchard et qu'il a envie de bien faire avec As. Et en plus, As, comme vous le disiez précédemment, je n'ai plus d'arguments parce que vous avez tout sorti déjà sur As concernant le partenariat avec Toyota, Ayao Komatsu qui prend de l'ampleur dans l'écurie, qui met les pièces comme il faut pour que l'équipe avance. Il est dans une position où il a tout pour bien performer. As travaille depuis 2 ans, il travaille super bien. Enfin, depuis le début de la saison dernière, il travaille super bien. Donc, je me dis que ça peut être une bonne saison pour lui. Et je me dis qu'avec un Grand Prix avec des conditions un peu particulières ou autres, je le vois bien, pourquoi pas aller accrocher un podium comme il a fait au Brésil avec Alpine. Vraiment, c'est quelque chose je pense possible. Après, je suis peut-être un peu chauvin ou autre, mais voilà, c'est quelque chose que je vois bien. Et à côté de lui, il aurait un pilote aussi. Excuse-moi, Brice, je t'ai coupé. Il aurait un pilote à former aussi. Il aura vraiment ça sera vraiment le leader de l'équipe pour la première fois de sa carrière, parce que jusqu'à présent, il n'a pas été. Donc là, c'est vraiment une année charnière pour lui et une année qui peut lui amener de grands succès, je pense. On a 2 As des coups d'éclat chez As. Parce que c'est vrai que Berman est quand même un garçon, pareil, je fais écho à ce que nous disait Isaac, et on l'a vu aussi bien en Formule 1 que F2, et c'est un garçon qui est capable de magnifiques coups d'éclat, et tu l'as dit, hein, Ocon, on l'appelle souvent le roi du grabuge, parce que dès qu'il y a du grabuge, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, ça c'est important. C'est un peu l'opposé de Nico Hülkenberg à ce niveau-là. Excuse-moi, mais là-dessus, on peut que le reconnaître. Hein. Les coups d'éclat, Nico Hülkenberg a toujours montré un talent pur extraordinaire. Quand il s'agit de mettre les gros points au moment où l'opportunité était là, effectivement, j'ai un poil plus confiance en un Pierre Gasly ou en Esteban Ocon pour faire ce job-là en particulier. Mais du coup, ça veut dire que on est d'accord que ce serait le premier podium de l'histoire de Haas. J'étais pile en train de checker ça. On confond souvent le podium de Grosjean en Belgique. Zéro podium pour Grosjean, Haas. c'était Lotus, c'était en 2015. Oui, Zéro podium pour Haas. Le meilleur classement pour Haas, c'était une 4e place. Sans podium, c'est ouf. Hein. Ouais, sans podium. Et en fait, c'est simple, c'est 190 grands prix, une pole position, on s'en rappelle, 3 meilleurs tours et donc une meilleure place 4e. La 4e place, c'est leur meilleure place à l'arrivée d'un Grand Prix, excuse-moi. Eh ben écoute, c'est la prédiction qui me... Moi aussi, qui me hype bien. Qui me hype le plus. Ouais. Là, le premier podium de Haas par Esteban Ocon. En fait, il n'y a rien d'impossible dans ce que Romain a dit. Je l'ai même pas pensé. Je ne l'ai pas évoqué dans mes hypothèses sur ce qui pouvait se passer cette saison. Mais en fait, quand tu mets l'ensemble de la popote sur la table, en fait, il n'y a rien d'illogique. Donc du coup, ça renforce l'idée de Ocon est un bon choix pour Haas, alors que on n'a même pas évoqué cette possibilité avant. Non, c'est à suivre ça, hein. À suivre. Et après, je voulais rajouter aussi, parce que avec tout ce qui s'est passé, les passages par Alpine, etc., Ocon, quand même, il est toujours soutenu par Gwen Lagrue et le management de chez Mercedes. Donc ça veut bien dire que c'est quand même un bon pilote et que finalement, Mercedes, ils ont toujours un œil sur lui, même si c'est de loin. De très loin, je pense. Ouais, mais il est toujours suivi quand même, donc ça veut bien dire quelque chose. Ouais, mais ils avaient là, franchement, 2025, c'était l'opportunité ou jamais de placer Ocon. Ils l'ont pas fait. Donc à partir du moment où ils l'ont pas fait en 2025, pour moi, c'est terminé. C'est pas dit, hein. Pour moi, c'est terminé. Ouais, c'est terminé sur les prochaines années à court terme. Après, je n'exclus pas dans 10 ans. Mais... Sachant que, en plus, chez Mercedes, il y a la romantique. Ouais, c'est un romantique qui aime bien Max Verstappen aussi. Donc, bon, après, faudra voir. Faudra vraiment qui a quand même fait signer 3e pilote Mick Schumacher et Valtteri Bottas. Mais oui, mais justement, si demain tu vas chercher Verstappen, on le disait en fin de saison dernière, celui qui est en danger, c'est Russell. Si Antonelli n'est pas prêt, à la limite, tu vas le laisser encore maturer tranquillement, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le virer après 6 mois. Si c'est statu quo, et Russell Antonelli. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de signer Ocon maintenant, quitte à laisser Antonelli soit une année en F2, soit essayer de le placer à droite ou à gauche. Ils ont choisi de le faire et de le former à domicile. C'est leur choix. Mais pour moi, Ocon... de toute façon, il y avait d'autres choix qu'Ocon avant pour Mercedes. Hein. Il y avait Sainz, il y avait Alonso, sur les formes du moment, au moment où il faut le signer. Ocon arrivait haut pour moi, quand même. Ouais, mais derrière ces mecs-là.
Nous, ce qu'on nous avait dit à l'époque, et je tairai la source, d'accord, c'est que chez Mercedes, on a très très vite compris qu'on ne comptait pas beaucoup sur Ocon et qu'il y a eu très très vite une focalisation générale sur à l'époque George Russell, et qu'Ocon, on a considéré que ça pouvait être pourquoi pas à terme un bon numéro 2, mais il n'y a jamais eu véritablement la volonté de le faire entrer titulaire. Ocon avait, chez le board, dans le board, Ocon avait une pertinence au moment où Valtteri Bottas n'en avait plus. Mais à partir du moment où tu as un projet aussi jeune que celui de Mercedes maintenant, Esteban Ocon n'a plus de sens. Clairement. Russell a 3 saisons dans les pattes chez Mercedes. C'est pas du tout le moment de le lâcher. Et en plus, tu fais venir un rookie. C'est à la rigueur, s'il y a un vrai couac d'embrouille ou quoi, ou un licenciement, why not, tu vois, enfin tu dois faire une Alpine 2022 et du coup sauver les meubles. ça a du sens, mais c'est pas dans les papiers. Et là, Ocon, il s'inscrit dans un projet long terme, je pense, avec As, dans une optique, à mon avis, d'avoir quand même d'être toujours scruté par potentiellement un projet tel que Audi, parce que mine de rien, c'est comme ça que Hülkenberg y va dans ce projet, c'est avec As, d'être scruté potentiellement par la maison mère de beaucoup de pièces, à savoir Ferrari, parce que Hamilton il va pas faire non plus 10 ans chez Ferrari. Ce que je disais à l'époque avec Grosjean. Oui, bien sûr, ouais. mais alors il y en a aucun des pilotes qui étaient chez As qui allaient chez Ferrari, aucun. Mais en même temps, si tu c'est plus logique de prendre Berman. Non, mais si tu déglingues Berman pendant 3 ans, oui. Quid, tu vois. Je pense pas que Ferrari va faire monter Berman pour faire monter Berman. Charles Leclerc, il est monté parce que il était excellent sur sa première saison. Donc, tu restes quand même dans certains radars. Et je pense que tu es beaucoup plus visible comme ça. On l'avait dit avec Albon, on l'a dit avec Hülkenberg, que chez Alpine. Exactement. Comme dirait mon cher Romain, comme dirait Manon Villet qui nous regarde, à suivre cette affaire et ce dossier Esteban Ocon, pardon. C'est vrai que ça marche très bien écrit. Si Ocon il fait un podium cette année, vous m'invitez en plateau pour qu'on en parle. Hein. Non, alors tu sais quoi, on t'invitera au resto, ça sera encore mieux. Allez, pas de problème. Et sinon, en trêve de plaisanterie, est-ce que fin avril, on vous voit du côté du circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France historique? Oui. Mais alors, tu vas plus nous voir que prévu. Hein. Ouais. On peut le dire ce soir. On peut le dire ce soir. Brice et Hamza commenteront autour avec Anthony Drevet le Grand Prix de France historique 2025. Sur place, sur site. Et pour YouTube. Je viendrai vous voir pour immortaliser le moment alors. Avec grand plaisir. Avec très très grand plaisir. Merci Romain. C'est le H par contre. Ouais, c'était. Écoute. L'organisateur va le savoir demain matin. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à vous les copains. Et merci, bonne soirée. Merci d'avoir réagi bien sûr. N'oubliez pas, vous pouvez réagir à cette émission. Appelez le Discord, notre ami Aymen vous attend pour vos appels, vos coordonnées et vous donnera bien sûr la parole. Pour terminer sur cette deuxième partie les gars, sortons du prisme un peu franco-français qu'on a déjà pas mal abordé. La France est quand même le deuxième pays le plus représenté en Formule 1. Comme extraordinaire pour un pays qui n'a plus de Grand Prix, qui a quasiment plus d'écurie. Quasiment, j'ai dit. J'ai pas dit complètement. Enfin bref, et un président qui apparemment n'aime pas trop la Formule 1, en tout cas qui s'en fiche un petit peu malgré le fait qu'il ait pu faire des grandes déclarations il y a 2 ans. C'est quand même génial. Non mais c'est vrai. D'avoir autant de Français ? C'est un truc de malade. Je préfère un Grand Prix de France. Mais... Moi aussi, mais je veux dire, il y a pas beaucoup d'annonceurs français. Moi, je préfère avoir des pilotes français qu'un Grand Prix en France. Mais je sais pas, moi je suis pas sûr que... En fait, ce sport célèbre tellement peu de monde. On rappelle, c'est un sport qui a 75 ans, il y a 33 champions du monde. C'est pas beaucoup. Quand même. Enfin, il y a 33 étoiles dans ce ciel-là, tu vois. Et au final, t'en as que 6 au total qui représentent la France, à savoir Dodo Renault et... T'as les motoristes, mais enfin voilà. Je suis pas sûr quand même que par rapport à un événement qui rassemble 100 000 personnes, qui est une fois par an, et qui rassemble une certaine ferveur, le grand public soit très 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 dans le fait qu'il y ait un Français. C'est comme les jeux. Et aujourd'hui, s'il y a un Français qui gagne, ils se mettront à suivre. Mais par contre, un Grand Prix, ça a quand même ce côté avec rassemblement. Tout le respect du monde que j'ai pour le grand public, je m'adresse pas au grand public, je m'adresse aux fans de Formule 1. Et je pense, moi en tout cas, je parle, moi fan de Formule 1, et je m'adresse aux fans de Formule 1. Et nous, on sait ce que c'est la valeur d'avoir un pilote français en Formule 1, comme on a eu une période où on n'avait ni rien, ni Grand Prix, ni pilote. Aujourd'hui, on a 3 pilotes français. Il y a quelques années, on avait aussi la période avec Charles Pic, avec Vergne, avec Grosjean, etc. Bref,
Pour moi, en tout cas, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir. Enfin, s'il faut choisir. Et encore, l'époque dont tu parlais, il y en avait certains qui étaient soutenus par un grand pétrolier français qui mettait énormément d'argent dans ce sport. Enfin, tu vois, moi je trouve que, et j'ai envie même d'aller faire un laïus de 15 secondes promis, bravo à la Fédération française des sports automobiles, bravo aux entourages et familles de ces 3 pilotes, Gasly, Ocon et Hadjar, parce que, on va le dire, devenir pilote de Formule 1 pour un Français, c'est un enfer en fait aujourd'hui. T'as plus de marques, t'as plus de multinationales, t'as plus de mécènes, t'as plus d'événements. Alpine, on a bien compris que avec le cas Victor Martins, on a très bien compris que c'était pas en tout cas dans Flavio Briatore ne fait pas une priorité mettre un pilote français dans une écurie française. Il ne le sera plus. Voilà, et qu'il ne sera plus en plus, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour Victor, c'est un peu de sa faute aussi. Enfin, non mais t'as raison. S'il était né à Brooklyn ou à Los Angeles, peut-être que ça aurait intéressé. En attendant, aujourd'hui, si tu veux être pilote de Formule 1, t'as mieux fait de naître mexicain, oui. Oui. Clairement. T'as mieux fait de naître brésilien, t'as mieux fait d'être. On va pas se le cacher, les gars. Russe, mais... C'est des discussions qu'on a eues avec des entourages de pilotes français aujourd'hui en Formule 1. C'est très compliqué d'aller chercher du soutien dans ce pays. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ah bah oui. C'est vrai. Enfin, on a discuté avec pas mal de parents de pilotes de F1 ou de F2 ou de F3. Tout le monde pense qu'ils sont là parce qu'il y a de la caillasse. La caillasse, on va la chercher. Hein. Clairement. Certains ont fait même des sacrifices monstrueux. C'est-à-dire que c'est devenu un deuxième, plus troisième, plus quatrième boulot d'aller chercher parce que les amis, avant d'accéder à ces bacs-là, on parle déjà de millions d'euros. Hein. Avant ces bacs-là, on parle déjà de millions d'euros. Donc une saison en Formule 2, ça coûte quoi, 1,5 million? 2,5 millions. C'est 2 millions. 2,5 millions. Ça dépend où t'es. Mais normalement, je crois que Prema étant le plus cher à 2,5 millions, mais c'est 2 millions. Oui, tout ça pour avoir des moteurs où tu joues à plouf une boule en or, c'est toi qui sors, c'est toi qui as le mauvais moteur. Et sachant Pique-nique de où c'est toi l'andouille Durksen, premier. Sur les 2 millions, l'apport personnel aux alentours de 400-500 000. Alors, si on fait partie d'une académie, parce que l'académie met la moitié, la FF fait ça, et il y a des sponsors personnels. Mais heureusement que t'as des trucs comme la Fédé. Alors, bien sûr. Et ça, chez nous, en même temps, peut-être que le besoin a créé l'opportunité, mais c'est unique, hein, ce qu'on a. Ah, clairement. C'est-à-dire que derrière, le nombre d'émerde-toi, c'est pour ça que j'ai encore plus d'admiration qu'on avait comme Kubica à l'époque. En Pologne, il n'y avait rien du tout. Ouais, mais t'as un sponsor qui va être énorme, qui va mettre le paquet, tu vois. Ouais, bien sûr, ça. Mais il a fallu le trouver. Il a fallu le trouver, complètement. En tout cas, j'en profite, les gars, on félicite Christophe Lollier, qui est le DTN à la Fédération Française du Sport Automobile. C'est un garçon à qui on doit justement bien le fait, on lui doit à lui, on doit beaucoup de facteurs, mais son travail aussi nous permet aujourd'hui d'avoir 3 Français en Formule 1. On referme cette deuxième partie, je vous le disais les gars, très rapidement sur la physionomie de ce midfield. Je vous rappelle un petit peu les forces en présence. Il pourrait y avoir 2 bonnes surprises, voire 3. Williams, Alpine, As très consistant sur les relais, les longs relais avec très peu de dégradation. Williams très rapide sur les short runs mais avec pas mal de dégradation sur les longs relais. Alpine dans la même vibe et vague que la fin de saison 2024. La mauvaise surprise pourrait être Aston Martin qui a pourtant tout changé, qui a un organigramme aussi qui a complètement changé aussi en interne. On rappelle que Mike Crack est parti, a dû céder, a pris du recul un petit peu. Adrian Newey qui est arrivé ces dernières heures. Ouais, pris du recul, ouais. Après, je sais. C'est-à-dire, on continue à te payer, mais tu es toujours là, mais t'es dans un placard. T'es plus au bureau. Aussi, quoi. Voilà, exactement. Et on rajoutera le point d'interrogation sur donc Visa Cash App, Racing Bull. On embrasse Alex Horton qui nous regarde, je pense. Pas. Les gars, ce midfield, on a l'impression qu'il n'y a plus de fond de grille, à part cette écurie Stake, et que là, il va y avoir une énorme bataille dans ce midfield. Regardez, juste une petite déclaration, excusez-moi, pour vous donner quelques billes. C'est James Valls qui dit souvent des choses très intéressantes, et vous louez année après année, émission après émission, qui s'exprimait à motorsport.com, c'était il y a quelques heures. Ce qu'on a vu est une bonne chose, dit James Valls. La différence de masse de carburant et de charge de puissance est largement supérieure à la différence réelle entre les équipes. Vous n'avez rien compris, il poursuit son propos. Cela signifie que la hiérarchie se resserre de plus en plus. Ce sera plus clair à Melbourne que dans le froid changeant du Bahreïn. Les 4 premiers seront les 4 premiers. Il y a un grand écart entre eux et le midfield. Derrière, ça va être la bagarre. C'est la plus belle des promesses, ça. Oui. La bagarre. De toute façon, à partir du moment où tu en es à étudier les charges de puissance et les masses de carburant, c'est qu'effectivement, tout se vaut. Et encore une fois, je pense que Williams sera rapide à certains moments, ou Alpine sera rapide, ou As, ou Racing Bull.
j'ai quand même assez peur pour Aston Martin. Il y a tellement de trucs qui ont changé. Newey, quoi qu'on en dise, n'a pas mis le nez dans cette caisse. Ça, on sait pas ça. Officiellement, il vient de commencer. Ouais. Officiellement, c'est quoi ce 1er mars 3 mars En fait, après, je suis pas sûr qu'il était sur écoute non plus. Officiellement, il a ouvert son ordi Aston Martin au début de semaine. Après, officieusement, il a peut-être Ah, un c'est ordi un déjà calepin, chez lui. calepin, Aston Oui, Martin. oui, c'est vrai que lui il dessine en plus au crayon. Comment veux-tu contrôler Au fusain. Au fusil. I have a dream. On rappelle qu'Aston Martin a fait la Signet. Heureusement que c'est pas lui qui l'a dessiné. Non, enfin, c'est la seule que je vois peut-être en deçà. Et pour la simple bonne raison que Fernando Alonso est là. Pourquoi je fais le lien ? Parce que si Fernando Alonso est là, c'est que le projet de 2026, bon bah, il se serait déjà barré en fait. Il a 42 piges, enfin 43 maintenant. 44 en juillet. 44 en juillet, Mazette. Et que du coup, pour moi, cette voiture, quoi qu'on en dise, elle est abandonnée. Enfin, on tente des trucs pour avoir des solutions sur les parties non changeables de 2026 quelque part, ou en tout cas pour avoir des inspirations, mais je ne vois pas où Aston Martin va vouloir se battre cette saison pour que ce projet ait intéressé Verstappen, pour que ce projet ait intéressé à ce point-là Alonso, pour que ce projet ait été le baquet le plus bankable pour beaucoup de monde au moment où Lewis Hamilton a lancé la salve des chaises musicales. C'est pas par la performance en piste, c'est par rapport à leur degré d'investissement dans 2026. C'est obligatoire. Donc, cette saison, en plus, tu changes tout. En même temps, il n'y a pas grand-chose à garder, tu vas me dire, vu la trajectoire descendante depuis fin 2023. Je ne leur vois rien. Ils sont pas développés en 2024. Ça, c'est un truc qu'on n'a peut-être pas assez répété. Ils ont rien apporté en 2024. Tiens donc. Non, mais ça pourrait... Et quand tu vois tous les changements qu'il y a sur cette auto en 2025... On pourrait se dire aussi que, de la même manière que ce qu'on disait en début d'émission, la compréhension de ce nouveau package va être importante. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai que le mec qui a fait le package, c'est pas celui qui dirige, qui a le lead technique aujourd'hui. Ah, c'est ça. Après, tu peux avoir une bonne surprise. Hein. Enfin, j'y crois pas. Et je serais le premier à dire si je la vois. Mais j'y crois pas. Moi, le midfield, il est composé d'Alpine, d'Aston Martin, de Visa-Cacha Racing Bull et de on a Williams. Et c'est un midfield qui mangeait, vraiment, pas de souci. Aston Martin, attention, je les vois pas larguer comme Sauber, par exemple. Je crois que Sauber a régressé par rapport à l'année dernière. De ce qui commence à sortir des essais c'est pas étonnant. divers. C'est pas étonnant. Après, justement, devant, je pense qu'on va avoir la même lutte, mais sur une F1 1.5. Et ça va être génial. Ça va être génial parce que, comme on a dit, encore une fois, il n'y a pas de line-up qui n'a pas quelque chose à nous raconter. Il n'y a pas d'écurie qui n'a pas quelque chose à nous raconter pour maintenant et pour 2026. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter en plus. C'est un point de vue micro sur le côté excitant du point de vue macro que la saison va être. Et pour ça, ce midfield va être génial. Et ce midfield va malheureusement jouer, je pense, à partir de la 8e place, de la 9e place. Mais c'est là aussi où on va voir ceux qui sont capables de faire des coups d'éclat la saison prochaine. Parce que les coups d'éclat ont permis à Alpine d'être le leader de ce midfield, parce que Aston Martin était quand même assez isolé dans cette 5e position. Là, on va avoir une 5e place à aller jouer aux constructeurs, je pense, pour ces écuries-là. Ces écuries-là vont devoir marquer ce coup d'éclat qu'a réussi à marquer Alpine et damer le pion à As pour cette 6e place qui va devenir la 5e l'année prochaine très certainement. Et même la lutte pour l'entrée en Q3 va être extraordinaire. On a l'impression vraiment qu'on a des écuries dans ce midfield, pendant les essais en tout cas, qu'on fait des choix très différents. Tu prends par exemple la méthode As n'a rien à voir avec la méthode Williams. C'est l'opposé complet. C'est l'opposé complet. Ouais. Donc c'est ça qui va être vraiment, vraiment très intéressant. Et là, encore une fois, dans ce midfield, le facteur pilote va être super important. On n'arrête pas de le répéter parce que plus ça va être serré, bien sûr, plus on parlera des qualités des pilotes. Je pense qu'on a fait le tour, les gars, les 3 Frenchies, le midfield. Voilà, en tout cas, pour cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette vidéo, le petit pouce comme d'habitude, l'abonnement, ça fait encore plus plaisir. Et on se retrouve pour une 3e partie où là, on va parler des poids lourds, on va parler des gros bras, on va parler du top 4 et peut-être d'un petit avantage pour McLaren.